Bonjour et bienvenue dans le podcast Disparu. Le 5 juin 1995, Jodie Usentritt, présentatrice de nouvelles sur une chaîne de télévision locale, fête ses 27 ans. Sur une vidéo qui fera le tour du monde, on la voit danser, un chapeau d'anniversaire perché sur son carré blond parfait. Elle illumine la pièce. Son ami, Jan Van Cise, danse à ses côtés. C'est lui qui a organisé la soirée pour elle. Quand 3 semaines après son anniversaire, Jodie ne se présente pas au travail, ses collègues s'inquiètent et appellent la police. En se garant sur le parking de sa résidence, les officiers ne tardent pas à repérer sa Mazda rouge, une voiture de sport qu'elle vient de s'offrir. Le problème, c'est ce qu'il y a autour du véhicule. Des traces de lutte. L'Amérique entière va s'émouvoir de la disparition de Jodie Usentritt. Avait-elle des ennemis, des amis qui auraient voulu être plus ? Quel est le profil de cet homme plus âgé qu'elle a vu la veille de sa disparition ? A-t-elle croisé la route d'un tueur ? Pourquoi avait-elle ressenti le besoin de suivre des cours d'autodéfense ? Plus on creuse, plus on croit s'approcher de la vérité avant qu'elle ne nous glisse entre les doigts. Jodie Usentritt naît le 5 juin 1968 à Long Prairie, dans le Minnesota. Long Prairie, c'est une large rue principale bordée d'immeubles à 1 ou 2 étages maximum, aux façades couleur rouge brique. Il y a une église et malgré le peu d'habitants, environ 2000, un lycée qui accueille les élèves des plus petits villages situés dans un rayon de 50 km. Long Prairie est le centre névralgique du sud du Minnesota rural, peuplé d'agriculteurs et de petits commerçants. Jodie grandit dans cet environnement calme, rassurant, où le travail est valorisé, où l'aspect social est essentiel, où les humains vivent au rythme des saisons. Jodie est une petite fille joyeuse, puis une adolescente déterminée qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Quand elle étudie, c'est pour avoir les meilleures notes de sa classe. Quand elle fait du golf, c'est pour gagner avec son équipe les tournois annuels du Minnesota en catégorie A 2 années de suite, en 1985 et 1986. Elle a un premier petit ami, mais ne dévie pas de son objectif de carrière mûri depuis longtemps et qui correspond à sa personnalité, devenir présentatrice à la télévision. Malgré la mort brutale de son père alors qu'elle est encore au lycée, Jodie s'accroche et s'inscrit en communication à l'université de Saint Cloud. Elle en sort diplômée en 1990. Il ne lui reste plus qu'à réaliser son rêve. Mais en attendant d'être au top, en haut de l'affiche, il faut faire ses preuves et surtout gagner sa vie. Elle commence par être hôtesse de l'air, agent de bord, dans une petite compagnie, ce qui ne l'empêche pas de continuer de chercher dans son domaine. Et rapidement, elle décroche un emploi dans une filiale de CBS à Cedar Rapids, dans l'état voisin de l'Iowa, dont la frontière est à 50 km au sud de Long Prairie. Puis, Jodie passe quelques mois chez un concurrent, une filiale d'ABC au Minnesota, avant d'être embauchée de nouveau par une filiale locale de CBS dans l'Iowa, KIMT, cette fois située à Mason City. Ainsi, pendant 14 mois, Jodie va présenter les informations nationales et locales entre 6 h et 7 h du matin et apparaître sur le petit écran des habitants de Mason City qui prennent le petit déjeuner en la regardant. Sa beauté n'est pas intimidante, elle a un charme fou avec ses fossettes creusées en permanence puisqu'elle sourit tout le temps. C'est vraiment la girl next door, la voisine abordable et captivante. Elle se fait des tas d'amis super rapidement, elle a cette capacité de s'intéresser, d'avoir toujours un mot gentil, une oreille attentive. Et puis, elle finit par connaître beaucoup, beaucoup de monde dans la ville. Parce que le boulot de Jodie, ce n'est pas de s'asseoir sur un fauteuil et de se faire pomponner pour aller lire des notes en souriant devant la caméra. Non, elle fait un travail de journaliste comme une acharnée pour très peu d'argent. KIMT est peut-être une filiale de CBS, mais elle n'a pas les mêmes moyens. Quand Jodie arrive dans les locaux vers 4 heures le matin, elle est seule avec la productrice de l'émission, sa collègue Amy Coons. Les deux femmes reprennent ce sur quoi elles ont passé la journée de la veille pour s'assurer que tout est bon. Jodie répète ses transitions, relit ses notes, se maquille et se coiffe. Puis le réalisateur et monteur arrivent et Jodie se présente face à la caméra devant les 30 000 habitants de Mason City. Puis le réalisateur et monteur arrivent
et Jody se présente face à la caméra devant les 30 000 habitants de Mason City. Quand elle a fini de tourner, elle cède sa place, prend une petite pause, puis sa seconde journée commence. Il s'agit maintenant de s'informer sur l'actualité nationale, de faire des recherches, d'aller sur le terrain pour des reportages, donc d'aller interroger les gens, les commerçants, les élus, les parents d'élèves, les habitants de tel ou tel quartier, les salariés de la nouvelle piscine, le patron du garage auto, et j'en passe. Ensuite, Jodie écrit. Elle écrit ce qu'elle va raconter, un script. Elle adore raconter des histoires aux gens, c'est certainement ce qu'elle préfère dans son métier. Elle passe 10 fois plus d'heures à faire du journalisme qu'à présenter son travail face à la caméra. Vous vous en doutez, Jodie Usentrout devient rapidement une célébrité locale. Elle est promise à une grande carrière. Ses collègues comme le grand public la verraient bien sur une chaîne nationale. Elle a tout pour réussir. Son entourage est à 1000 lieues d'imaginer que le pire l'attend. Depuis qu'elle est arrivée à Mason City, Jodie habite un 3 pièces dans un complexe appelé Key Apartments, situé dans un quartier résidentiel au nord-ouest de la ville. Comment vous décrire cet ensemble? Il faut imaginer 2 bâtiments jumeaux d'un étage et d'environ 40 mètres de longueur, l'un parallèle à l'autre. Un petit parking au nord et côté sud, le parking principal avec une entrée qui fait office de sortie. C'est là que Jody gare sa voiture, sa vieille Honda d'abord, puis la belle Mazda depuis quelques mois. Et au sud de ce parking, un autre immeuble du même architecte, hein, mais bien moins long, toujours à un seul étage. C'est le bâtiment C, celui où vit Jody. Il est perpendiculaire aux immeubles A et B. C'est un coin tranquille, très tranquille. Key Apartments est cerné par un petit bois à l'est qui débouche sur un camping et une rivière au sud, la rivière Winnebago, qui fait quand même à cet endroit plus de 30 mètres de long. Au nord, une église et son parking. À l'est, une autre église et son parking. L'appartement de Jody est au premier étage, côté parking. Quand il fait bon, elle ouvre les fenêtres et entend les clapotis de l'eau qui s'élèvent jusqu'à elle. Quand il y a du vent, c'est le bruit des feuilles agitées qui domine. À l'entrée du logement, on tombe sur un porte-manteau dédié à tous ses chapeaux et ses casquettes, puis posé contre le mur, une petite dizaine de clubs de golf qui émergent de leurs sacs. Les petites pièces semblent envahies par du mobilier solide en bois massif mais peu travaillé et de la décoration partout. Ce n'est pas encore la mode du minimalisme. Dans le salon, une table basse en carrelage cernée de bois, près d'un meuble plein d'étagères capable de supporter le poids de la télévision à tube cathodique, d'un lecteur de cassettes VHS et d'une multitude de cadres photos. Il y a aussi un canapé 3 places en cuir beige, à côté duquel Jody a empilé 2 paniers à la verticale dans lesquels elle a mis des magazines. Dans un coin de l'appartement, entre le salon et la cuisine, une table en verre cernée de bois qui fait office de table de salle à manger et de cuisine. Dans la chambre, un grand lit surmonté d'une couverture rose fait face à un dressing ouvert. C'est un petit appartement typique des années 90, chargé mais propre et rangé. Maintenant que vous connaissez mieux Jodie, sa personnalité, son ambition, son travail et son cadre de vie, il est temps de passer au fait. D'ailleurs, je précise que je me suis basée uniquement sur ce qui a été confirmé par les autorités et sur le travail remarquable de l'équipe Find Jodie, composée de journalistes, de proches de Jodie et de policiers à la retraite. L'affaire étant célèbre, vous savez comment ça se passe, les faits sont transformés à chaque fois qu'ils sont répétés pour devenir, même si ce n'est pas volontaire, de fausses informations. Donc, je préfère être concise et m'en tenir à ce qui est sûr. Bref, passons à la chronologie des faits. Et on va commencer par les jours qui ont précédé sa disparition. Le vendredi 23 juin, Jody part avec des amis faire du ski nautique dans un lac artificiel au nord d'Iowa City, à plus de 2 heures de route. Ils y restent jusqu'au dimanche matin quand il se met à pleuvoir et qu'ils sont forcés de rentrer. Plus tard dans la journée, Jody écrit à sa mère pour lui dire qu'elle a hâte de la voir le week-end suivant. Elle doit remonter dans le Minnesota pour un mariage. La jeune femme écrit aussi dans son journal. Elle est visiblement ravie du week-end qu'elle vient de passer. On est fin juin, l'été s'installe et les habitants de Mason City se réjouissent d'avoir à nouveau chaud. Le lundi matin, fatiguée mais ressourcée,
Jodie parvient par je ne sais quel miracle à se lever avant 4 heures du matin. Elle se prépare, descend les marches jusqu'au parking et monte dans sa voiture pour parcourir les 2 kilomètres qui séparent son logement des locaux de la chaîne. Elle emprunte 2 grandes artères, ça prend 10 minutes à tout casser. Avec Amy Coons, elle passe en revue les sujets du jour. Jodie répète ses transitions et le réalisateur entre à son tour dans les locaux, prêt à enregistrer la jeune femme pendant son créneau quotidien d'1 heure. C'est la dernière fois que les habitants de Mason City prennent le petit déjeuner devant Jodie Truth. En milieu de matinée, vers 9 heures, la jeune femme débauche et se rend à un tournoi de golf avec des collègues. La pluie s'invite aussi et, trempée, Jodie décide de retourner chez elle pour se sécher et se changer. Elle ne veut pas avoir l'air d'un rat mouillé au dîner, dit-elle. Elle va rester au dîner 4-5 heures à grignoter, discuter, élargir son réseau et entretenir ses amitiés. Elle a fait des études de communication et elle veut une brillante carrière. Alors, même si pour beaucoup, avoir autant d'activités sociales paraît éreintant, Jodie, elle aime ça, c'est son truc. Elle papillonne d'un groupe à l'autre avec une facilité et un sens de l'humour remarqués. Ce lundi 26 juin, elle quitte le golf vers 20 heures. Puis, on sait 2 choses sur le déroulement de la soirée. D'abord, à 20h24, elle tente de joindre une amie dans un autre état. L'amie n'est pas là, Jodie tombe sur son mari. L'appel est passé du téléphone fixe de son appartement. On sait donc, grâce au relevé de l'opérateur téléphonique, qu'elle était chez elle à 20h24. On sait aussi que John Van Cise affirme qu'elle est venue chez lui en centre-ville pour regarder une cassette vidéo, l'enregistrement de l'anniversaire surprise qu'il avait organisé pour elle quelques semaines plus tôt. Aucun élément matériel ne vient confirmer ces dires, mais John Van Cise n'a jamais changé de version. Le mardi 27 juin à 4h10 du matin, la sonnerie du téléphone résonne dans l'appartement de Jodie Truth. La productrice, Amy Coons, s'inquiète de ne pas l'avoir débarquée au studio. Au bout du fil, une voix endormie décroche. C'est Jodie. Elle a visiblement raté son réveil ou s'est rendormie. Elle demande à Amy combien de temps il lui reste et promet de se préparer rapidement. Ce n'est pas la première fois que Jodie a du mal à se réveiller, ce n'est pas la première fois qu'elle est en retard. Mais elle n'a jamais manqué le travail. Au studio, Amy commence à revoir ce qu'elles ont fait le vendredi pour pouvoir briefer Jodie rapidement à son arrivée. Ça lui rajoute du travail et du stress, donc son agacement grimpe de minute en minute. Elle n'a qu'une hâte, voir Jodie franchir la porte. Jodie met entre 10 et 15 minutes à se préparer. Juste le temps de se débarbouiller, de s'habiller, peut-être d'avaler quelque chose. Elle prend soin de remonter le dessus de lit sur son oreiller. Puis elle quitte son appartement, un tote bag rempli, arrimé à l'épaule, traverse le couloir, dévale les escaliers et ouvre la porte en verre transparente qui mène au parking. Là, elle parcourt les quelques mètres qui la séparent de sa Mazda Miata rouge, garée en épi. Il y a un lampadaire juste à côté, mais à cette heure précoce, il n'est pas allumé. Elle met la clé dans la serrure de la portière conducteur, puis son pire cauchemar se réalise. Quand, à 5 heures, Jodie n'est toujours pas arrivée, Amy sent monter la colère. Elle tente de la rappeler, mais cette fois, pas de réponse. À 6 heures, elle est bien obligée de prendre sa place pour présenter les informations matinales. À la sortie du plateau, vers 7 heures, Amy commence à s'inquiéter. Jodie s'est peut-être endormie, mais bon, elle n'a jamais manqué un direct. Et si elle avait fait un malaise dans son appartement? Ou si elle avait eu un accident de la route? La productrice demande à ses collègues qui commencent à arriver dans les locaux d'appeler la police pour qu'ils aillent faire un welfare check, c'est-à-dire aller voir si Jodie est chez elle, s'il y a sa Mazda Miata, si elle va bien. Et les officiers vont être très réactifs. Moins de 3 minutes après l'appel, à 7h16, ils se garent sur le parking du complexe appartement. Le soleil s'est levé et sa peinture rouge saute aux yeux. En approchant de la portière côté conducteur, ils constatent la présence d'objets éparpillés au sol. Un spray coiffant, un sèche-cheveux, des boucles d'oreilles, une paire de talons rouges. Et la clé du véhicule est enfoncée dans la serrure. Elle est tordue.
Même pour des officiers qui ne sont pas des enquêteurs chevronnés, ça ressemble à une scène de crime. Alors, il contacte la gérante des appartements et lui demande de les conduire jusqu'à celui de Judy et de leur ouvrir la porte avec son double. Les officiers font un premier tour, inspectent les différentes pièces, tâchant d'identifier des traces de lutte ou quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Ce n'est pas facile quand on ne connaît pas la personne. La fenêtre du salon donne sur le parking. Autrement dit, à 4 heures du matin, quand il fait encore nuit dehors, la lumière filtre à travers les volets. N'importe quel individu qui traînerait sur le parking pourrait facilement identifier le moment où Jody se lève et celui où elle quitte l'appartement. Quand on veut enlever quelqu'un, ça facilite grandement les choses. Les policiers appellent du renfort et ouvrent une enquête pour la disparition inquiétante de Jody Usentrout. Tous les postes de police de la région sont prévenus moins de 3 heures après l'enlèvement. Dans le courant de la matinée, les policiers vont photographier les objets abandonnés sur le bitume, la clé, la Mazda et l'appartement. Ils vont relever des empreintes sur le véhicule, sur le lampadaire à proximité et la porte d'immeuble. Les rapports officiels étant toujours scellés aujourd'hui, on ne connaît pas la totalité des analyses réalisées sur la scène de crime le 27 juin 1995. On sait juste qu'ils identifieront une empreinte partielle quelque part sur la Mazda. Alors que les nombreux officiers sont encore sur place à fouiller le parking, l'ébène et à s'aventurer dans les bois et sur les berges de la rivière au sud du bâtiment C, un homme d'une cinquantaine d'années, un grand blond vénitien dégarni mais visiblement en parfaite santé physique, se gare en trombe à l'entrée du parking. Il va droit sur les policiers pour se présenter. John Van Cise. Il a entendu parler de la disparition de Jody. Elle était avec lui hier soir pour regarder l'enregistrement vidéo de son anniversaire. Dès le lendemain, le chef de la police locale sait que l'affaire est en train de les dépasser et qu'ils ont besoin de plus gros moyens. Alors il fait appel aux enquêteurs du FBI et du Bureau d'investigation de l'État d'Iowa. Dans les jours qui suivent, de nombreux agents, policiers et pompiers fouillent le camping, les bois, la rivière, avec des chiens, des bateaux, des hélicoptères et des radars. La disparition de Jody n'est pas volontaire et il ne s'agit pas d'un accident. La piste criminelle est évidemment privilégiée. Les enquêteurs ont aussi remarqué près de la voiture les traces de quelque chose qui aurait été traîné sur le sol. Quelqu'un, en l'occurrence. En effet, le parking a beau être en bitume, de la terre qui vient des alentours est régulièrement amenée par le vent ou les véhicules, voire les piétons. Donc il y a du bitume et une couche de terre invisible à l'œil nu, des grains de sable même. Et sur une portion humide du sol, à proximité de la Mazda, on voit une trace, des stries parallèles, comme si on avait en effet traîné quelque chose ou quelqu'un sur quelques dizaines de centimètres. C'est léger, mais ça renforce l'idée d'un enlèvement. Le 1er juillet 1995, 5 jours après la disparition de Jody, les autorités organisent une première conférence de presse. Ils demandent à d'éventuels témoins de se manifester et mentionnent un van blanc, une camionnette Ford Econoline du milieu des années 80 qui aurait été aperçue sur la scène de crime au moment des faits. Leur témoin est un homme d'une bonne quarantaine d'années, nommé Randy Linderman. Il habite 1 kilomètre plus haut sur North Kennedy Avenue et passe devant Key Apartments tous les matins pour aller chercher un collègue avec qui il fait du covoiturage, leur lieu de travail étant situé à 40 km de Mason City. Le 27 juin, aux alentours de 3h50 du matin, Randy Linderman a vu un van blanc Ford Econoline garé sur le parking du bloc appartement de Jody Usentrout, face à la route, donc comme prêt à partir, les feux de stationnement avant allumés, mais pas les feux de route. Randy ne se souvient pas de si le moteur était éteint ou allumé, et vous me diriez comment ça se fait qu'il se souvient de ce van tout court. Eh bien, à 4 heures du matin, dans ce quartier, il n'y a pas grand monde de réveillé. Il a d'abord pensé que c'était la police avant de se rapprocher et d'identifier le modèle du véhicule. Et quand vous voyez la police à tel ou tel endroit en bord de route et que vous vous demandez s'ils ne vont pas vous arrêter pour un contrôle ou s'ils ne sont pas en train de vous flasher pour excès de vitesse, en général, vous vous en souvenez pendant quelques jours. Le témoignage de Randy Linderman est donc assez cohérent.
Les policiers ont entendu un deuxième témoin, une jeune femme de l'âge de Jody, occupante de la maison de l'autre côté de la route, face au bâtiment A et B. De sa chambre au premier étage, on peut voir non pas l'immeuble C, mais l'entrée du parking à moitié cachée par un grand chêne qui grimpe presque contre la maison. La nuit du 26 au 27 juin 1995, il faisait chaud. Elle a donc dormi la fenêtre ouverte. Vers 4h, 4h30, elle a été réveillée par des claquements de portière et un moteur qui démarre. Surprise d'une quelconque activité à cette heure-là et voulant savoir ce qui se passe, elle s'est levée et a marché jusqu'à la fenêtre. Et là, elle a vu un van blanc ou gris clair garé dans la rue près du parking, l'avant du véhicule en direction du sud. Elle a trouvé ça bizarre parce que personne ne se gare dans la rue ici. Il n'y a pas d'endroit où se garer. Les nombreux parkings construits pour chaque bâtiment sont largement suffisants. Elle est retournée se coucher et en se rendormant sans pouvoir donner d'heure, elle a de nouveau entendu une portière claquer. La jeune femme, qui ressemble étrangement à Jodie, avait l'habitude d'aller marcher tôt le matin vers 5h et 6h dans le quartier, seule, sans penser une seule fois aux mauvaises rencontres qu'elle aurait pu faire. Après l'enlèvement de Jodie, elle ne marchera plus jamais seule. Avec deux témoins, on pourrait penser qu'il suffit alors d'identifier les propriétaires de Ford et Econoline blancs habitant dans la région pour sélectionner les meilleurs suspects. Mais il y a 300 véhicules qui correspondent à cette description à Mason City seulement, expliqueront les enquêteurs, justifiant le fait qu'ils n'aient jamais pu tirer quoi que ce soit de cette piste pourtant prometteuse. Si Randy Linderman et cette voisine qui a souhaité garder l'anonymat sont les seuls à avoir vu un van clair, d'autres personnes ont entendu des choses étranges ce matin-là. Vous vous souvenez de la gérante du complexe appartement qui a ouvert la porte aux officiers vers 7h30 du matin? Eh bien, elle assure avoir entendu plutôt un cri, suivi du bruit d'un moteur qui démarre. Un couple, Keith et Betty Walsh, ont aussi cru entendre des cris de femmes ce matin-là, mais ils pensaient que ça provenait du camping situé au nord-ouest de l'appartement, de l'autre côté d'un petit bois. Et comme il y a souvent du bruit dans ce camping, ils ne se sont pas inquiétés. Vic Kenningsberg venait de finir de nettoyer son appartement à 4h30 quand il s'est posé à son bureau pour lire son courrier. Ne me demandez pas pourquoi il fait ça si tôt, quand il a entendu des cris. Pour lui, ça venait de l'appartement du dessus, il n'a pas appelé la police. Une habitante de l'immeuble B, le long de North Kentucky Avenue, a entendu deux hommes parler sous sa fenêtre avant l'aube le 27 juin. Elle n'a pas pu comprendre ce qu'ils se disaient, mais les a vus repartir, chacun dans leur voiture, dans des directions opposées. Ça lui a semblé tôt pour autant d'activité, mais elle ne s'en est pas inquiétée jusqu'à ce qu'elle apprenne la disparition de Judy. Une joggeuse a aussi contacté la police de Mason City. Elle avait l'habitude de courir tous les matins avant le lever du jour et passer aux alentours de 4h30 devant le complexe appartement sur North Kennedy Avenue. Entre nous, je ne sais pas si elle a continué de courir seule de nuit dans la ville après ça. Le matin d'enlèvement, à 4h35, elle a vu une voiture surgir du parking où se garait Jody, les phares éteints, tourner à droite en direction du sud et rallumer ses feux en passant le pont de la rivière Winnebago. La voiture était une Ford Sedan en bon état, bleu ou rouge foncé. Elle n'a en revanche pas vu de van blanc. Par contre, elle raconte aux policiers quelque chose de très inquiétant. Elle a déjà été suivie durant son jogging matinal par une voiture de couleur foncée qui circulait les phares éteints, accélérant pour la rattraper et ralentissant à sa hauteur. Et ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. Mais elle a aussi vécu un truc bizarre la veille de l'enlèvement de Jody, c'est-à-dire le 26 juin, alors qu'elle s'approchait du bloc appartement. Elle a aperçu un homme blanc et un adolescent noir discuter sur le trottoir dans la rue. Quand ils l'ont vu, ils ont soudainement arrêté de parler et l'ont fixé avant que le jeune ne prenne son vélo pour la suivre sur quelques centaines de mètres. Malgré ces événements, elle avait décidé de retourner courir à la même heure au même endroit le lendemain. C'est terrible de ne pas pouvoir faire son jogging seule quand on est une femme. Les autorités nous demandent de prendre des précautions alors que la société est loin de nous protéger. Il n'y a qu'à voir dans les autres affaires dont on a parlé les peines minables souvent données aux violeurs et aux tueurs, surtout en France.
Dans la semaine précédant l'enlèvement de Jody, sa voisine directe, l'appartement en face du sien dans le bâtiment C, partait pour le travail quand elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié quelque chose d'important. On ne sait pas quoi, mais un objet important. Elle a donc fait demi-tour pour aller chercher cet objet, mais quand elle s'est garée sur le parking à 5h30 du matin, elle a trouvé deux hommes, un homme blanc et un homme noir, assis dans un van blanc. Trouvant ça bizarre, elle n'est finalement pas descendue de sa voiture et est repartie pour le travail, les mains vides. Dans la nuit précédant celle de l'enlèvement, elle a entendu la voix d'un homme qui frappait à la porte de l'appartement de Jody. Il disait: Jody, ouvre, je sais que t'es là. Mais la porte ne s'est jamais ouverte, donc l'homme est reparti. Une chose est sûre, le van blanc n'a jamais été revu sur les lieux. Son ou ses occupants repéraient-ils Jody depuis plusieurs jours, ou bien était-il là pour un cambriolage, du trafic de drogue, ou tout à fait autre chose? Et la voiture foncée qui suivait la joggeuse régulièrement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la théorie d'un enlèvement à l'aide d'un véhicule, quel qu'il soit, est cohérente. Les enquêteurs pensent que quelqu'un suivait Jody, connaissait ses horaires, sa nouvelle voiture. Cette nuit-là, le ravisseur a attendu Jody dans un véhicule garé sur le parking, entre le bâtiment C et les deux autres bâtiments, probablement sur une place proche de la Mazda. Quand il a vu la lumière s'éteindre dans le salon, il a su qu'elle allait bientôt sortir. Moins d'une minute, une histoire de secondes. Il a attendu qu'elle se rapproche de sa voiture de sport, mette la clé dans la serrure de la portière côté conducteur et l'a attaquée. Il y a eu une courte lutte, puis il l'a traînée jusqu'à son propre véhicule. Ça a été rapide. Mettre quelqu'un dans une voiture peut être compliqué. Jeter quelqu'un à l'arrière d'un van, c'est plus facile. J'ai lu le témoignage de nombreuses femmes aux États-Unis qui, depuis cette affaire, ne se garent plus à côté de camionnettes sur les parkings et je les comprends. Depuis quelques années, plusieurs décennies en fait, tout ce qui touche aux faits divers, au true crime, est populaire. Moi, j'ai commencé gamine en piquant les livres de Pierre Bellemare dans la bibliothèque de mes parents. Les statistiques mettent en évidence que ce sont surtout des femmes qui écoutent les podcasts True Crime. Elles comptent pour, en fonction des études, entre 62 et 75% des auditeurs. Et quand on regarde les statistiques de cette chaîne YouTube, je suis allée voir, vous êtes en effet 70% de femmes à m'écouter. On est pile dans la moyenne. Les chercheurs estiment que ce n'est pas pour rien. Un, ça permet de construire un lien avec la victime et ses proches, comme pour renforcer la sororité quand la victime est une femme et c'est souvent une femme. Deux, s'intéresser à ces affaires permet en quelque sorte une réparation de la part de la société. Trois, ça nous rassure puisqu'en étudiant ces cas réels, concrets, on apprend à être plus vigilante, à repérer des signes, à développer des stratégies, à anticiper des situations dangereuses. Et quatre, évidemment, le plaisir de résoudre une enquête. Ce qui n'est pas le cas sur cette chaîne, désolé. Je suppose que les hommes ont globalement les mêmes raisons d'écouter du true crime. Peut-être ont-ils moins l'impression d'être de potentielles victimes. Dites-nous en commentaire, ça m'intéresse. En tout cas, si vous écoutez ces affaires pour inconsciemment vous rassurer, bah ça ne va pas du tout être le cas ici. Parce que Jodie connaissait les risques. Elle avait même l'impression d'être suivie depuis plusieurs mois et avait mis des choses en place pour se protéger. Ce qui est absolument terrifiant. Tout a commencé à l'automne 1994. Le samedi 8 octobre à 18h44, Jodie a appelé la police parce qu'elle était suivie par un petit pick-up blanc qui paraissait assez neuf, récent. On ne sait pas grand-chose sur cet appel, à part qu'il a duré 15 minutes et qu'elle a demandé à l'officier au bout du fil les mesures qu'elle pouvait prendre pour se protéger. On lui a donné des conseils, puis on a raccroché. Jodie a parlé de cet épisode à sa mère et à ses amis. Elle s'est même inscrite à des cours d'autodéfense au printemps suivant, au mois de mars. Depuis cet incident, elle a eu plusieurs fois l'impression d'être suivie, régulièrement en fait. Et puis on l'a harcelée au téléphone. Elle avait même dit lors du dîner au golf qu'elle voulait changer de numéro parce qu'elle recevait des appels étranges, glauques et répétés. Après tout, Jodie était une personnalité publique à Mason City. Elle était tous les matins à la télévision au moment du petit déjeuner et ses coordonnées étaient dans les pages blanches. Son nom, son adresse, son numéro de téléphone. Il suffisait donc de savoir où elle vivait
pour deviner à quelle heure elle devait quitter son domicile, c'est-à-dire aux toutes petites heures du matin, entre 3 heures et 4 heures, quand il fait nuit noire et que tout le monde dort encore. Vu ce qu'il s'est passé le 27 juin 1995, on peut dire que oui, Jodi Huisentruit était suivie, son enlèvement était planifié, elle avait raison d'être inquiète et de s'y préparer. Malheureusement, ce n'était pas suffisant. Même les formateurs dans l'armée répètent que la meilleure façon de s'en sortir, ce n'est pas de taper ici ou là, c'est de courir plus vite que son agresseur. Et quand on vous capture par surprise, c'est évidemment quasi impossible. Il y a une règle d'or, c'est de ne jamais suivre un homme sous la menace, même d'une arme. Il y a de fortes chances pour que vous soyez retrouvée morte dans une zone isolée, si vous êtes retrouvée. En fait, ce qu'il faut faire, c'est hurler pour attirer l'attention et rester à tout prix dans un endroit public. Jodi savait tout ça. C'est ce qu'elle a tenté de faire. Mais ça n'a pas suffi. Qui la suivait? Qui est son ravisseur? Au fil des ans, différents noms sont sortis, dont celui de son ami John Van Cise, mais nous y reviendrons. Commençons par ceux qui avaient l'habitude de suivre, traquer, enlever et violer des femmes dans la région. Prenons Tony Jackson. Il a été suspecté bien plus tard, mais au moment de l'enlèvement de Jodi, il vit à moins d'1 kilomètre de Key Apartments. Le 22 juin, sa petite amie le quitte après une dispute. Il n'a que 21 ans, mais il est déjà consumé par la violence et sa haine des femmes. Il va d'un job à l'autre et d'un logement à l'autre, et chacune des femmes qu'il croise a quelque chose de terrifiant à dire sur lui. Il est bête, bon, ça ok, il les harcèle, il menace de les tuer, jusqu'à devoir appeler la police pour le faire quitter les lieux. Je ne sais pas pourquoi il a un agent de probation à ce moment-là, si c'est pour ses comportements, mais en tout cas, il en a un. On ne sait pas s'il a croisé la route de Jodi à Mason City. La rumeur dit que oui, dans un restaurant où il travaillait et que Jodi fréquentait, mais ça n'a jamais été confirmé. Le 25 juin, donc 2 jours avant l'enlèvement, il achète une nouvelle voiture, une sedan sombre, comme celle qui avait suivi la joggeuse qui passait tous les matins devant Key Apartments. Le 26, Tony Jackson quitte le travail 2 heures plus tôt, suite à une blessure à la jambe et se rend aux urgences. Le lendemain, le jour de l'enlèvement de Jodi, on ne sait pas où il est, pas au travail en tout cas. Il y retourne à partir du 28. Ce jour-là, donc le 28, il rend aussi visite à son agent de probation qui est dans les locaux face au commissariat de Mason City. Le truc, c'est qu'il n'avait pas de rendez-vous. Il y retourne 2 jours plus tard, de nouveau sans rendez-vous. Mais c'est plutôt rare de faire une visite surprise à son agent de probation. Les enquêteurs et les journalistes se demanderont plus tard si ce n'était pas pour surveiller l'activité au poste de police. En juin 1996, Tony Jackson et sa petite amie déménagent à Muscatine, dans l'Iowa. Elle est retournée avec lui. Il faut savoir qu'une femme dans une relation abusive quitte 7 fois provisoirement son compagnon avant la rupture définitive, quand elle arrive à survivre jusque-là. Justement, en juillet 1997, il la frappe et est arrêtée pour violence conjugale, mais elle refuse de déposer plainte. L'affaire est donc classée. Le chef de police de la ville de Muscatine le décrit comme versatile, pouvant switcher de poli et mesuré à colérique violent en une fraction de seconde. Tony Jackson déménage à Saint Paul, dans le Minnesota, avec une nouvelle petite amie. Le 2 février 1997, il suit une jeune femme de 20 ans qui rentre chez elle en voiture après une soirée dans un bar. Elle a la désagréable impression que la voiture derrière elle la suit. Il est 3h30 du matin, la rue est déserte. Elle s'arrête à un feu rouge, pressée de redémarrer et de tourner à gauche pour vérifier si le véhicule est bien en train de la suivre, mais elle n'a pas le temps de redémarrer, que sa portière s'ouvre brutalement. Elle est poussée sur le siège passager sans ménagement. Tony Jackson se met au volant, roule jusqu'à trouver un coin isolé, menace de la tuer, la viole et l'étrangle jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Quand elle reprend ses esprits, il la regarde et lance en ricanant « Ah, j'ai cru que je t'avais tué ». À ce moment-là, elle est persuadée qu'elle vit ses derniers instants. Après tout, elle a parfaitement vu son visage et pourrait l'identifier. Un jeune homme noir dans la vingtaine,
avec un grand front. Mais à sa grande surprise, Tony Jackson s'éloigne dans la nuit, la laissant terrifiée et en état de choc. Le 4 mai, il piège une jeune fille de 18 ans au domicile familial. Il demande à utiliser le téléphone, puis il l'attache, menace de la tuer avec une arme à feu et lui ordonne de ne pas appeler la police. C'est risqué d'entrer chez quelqu'un comme ça, ses parents auraient pu être là, un éventuel frère ou petit ami aussi. Mais il a dû la suivre auparavant pour s'assurer qu'elle serait seule. 4 jours plus tard, il profite qu'un homme quitte son domicile pour entrer dans une autre maison, attacher et violer son épouse de 31 ans, menaçant de la tuer si elle parle. Cette attaque était prévue. Il s'était déjà introduit dans leur maison quelques mois plus tôt et avait rendu visite à la jeune femme sur son lieu de travail en se faisant passer pour un client. Le 17 mai vers 1h45 du matin, il s'introduit dans une colocation, frappe à la porte de la chambre d'une étudiante de 21 ans qui ne se lève pas, persuadée qu'il s'agit d'un de ses colocataires qui a sûrement trop bu. Quand elle se lève dans le courant de la matinée, elle voit un homme allongé sur le canapé du salon. Elle ne le connaît pas mais pense qu'il s'agit d'un ami d'un de ses colocs, alors elle file à la douche. Mais en sortant, cet homme s'est levé, il a un masque sur le visage et la menace avec une arme à feu, puis la viole. Il s'agit bien sûr de Tony Jackson. Il est ensuite arrêté par la police alors qu'il roule phare éteint aux alentours de 3h30 du matin dans les rues de Saint-Paul. Les officiers découvrent ce qu'on appelle un rape kit, un kit de viol, c'est-à-dire le nécessaire pour attaquer et contraindre afin de violer. Une arme, un masque, du scotch et les clés d'une paire de menottes. Étonnamment, ils ne font pas le lien à ce moment-là avec la série de viols qui terrorise les habitantes de la ville. Il est relâché le lendemain. Puis, il est enfin interrogé. Au total, l'enquête et les analyses ADN révéleront que Tony Jackson a commis 6 viols. Il écopera le 22 avril 1998 de la prison à vie. Une fois leur suspect condamné, en fait, ils ne voulaient pas d'interférence, les policiers de Saint-Paul contactent leurs collègues de Mason City, car Tony Jackson traquait ses victimes avant de passer à l'acte. Un modus operandi qui rejoint la peur de Jody Usentrut, l'impression qu'un stalker lui collait au basque. En 1999, la police de Mason City publie un communiqué de presse dans lequel il est écrit, je vous traduis, après avoir conduit une enquête approfondie incluant des interrogatoires, des analyses et le passage d'un polygraphe, Tony Jackson n'est pas considéré actuellement comme un suspect viable dans cette affaire. Pourtant, depuis des décennies, Jay Alberio, un enquêteur à la retraite de la police de Saint-Paul qui a travaillé sur les viols commis par Tony Jackson au Minnesota, pense qu'il faudrait de nouveau étudier sa potentielle implication dans l'enlèvement de Judy Usentrut. Il faut dire qu'en prison, Tony Jackson a confié à son codétenu qu'il avait tué une présentatrice télé en Iowa, citant les paroles d'un rap de son cru dans lequel il sous-entend qu'un corps serait enterré dans la ville de Tiffin, en Iowa, à 2h30 de Mason City. En 2021, interrogé en prison, Tony Jackson nie publiquement tout lien avec Jody Usentrut. Son argument, c'est que c'est pas parce que vous êtes un violeur en série que vous êtes capable de tuer une femme. Mais on se souvient quand même qu'il avait étranglé une de ses victimes jusqu'à ce qu'elle perde connaissance et quand elle s'était réveillée, il lui avait dit: «Je pensais que tu étais morte». Donc on peut douter, de cet argument. Si vous connaissez déjà l'affaire, vous savez sûrement que 2 hommes ont longtemps été soupçonnés. Un dealer de Mason City qui a été capable d'exécuter froidement toute une famille et qui a fini par être condamné à mort et exécuté à son tour et une connaissance de Jody qui s'est accidentellement tuée avec une arme à feu quelques mois après sa disparition. Mais ces 2 hommes n'ayant, jamais été considérés comme des suspects par les autorités, bah, je préfère ne pas vous en parler. En 2004, la police interroge un homme dans le cadre de l'enquête, toujours ouverte sur l'enlèvement de Jody Usentrut. Il s'agit d'un autre violeur en série condamné, Thomas Korskaden. L'homme travaillait dans une ville située à 50 km de Mason City et il y allait de temps en temps. Ses proches se souviennent qu'il était mécontent de ne pas avoir pu obtenir de billets pour un enregistrement au studio de KAMT TV
où Jody était présente. À l'époque, il conduisait un pick-up blanc quasi neuf dans le cadre du travail et surtout, il possédait un van blanc, un Ford Econoline des années 80, qu'il appelait le palace du porno d'un homme pauvre. Il avait déjà violé quand il était parti au Vietnam et avait l'habitude de faire appel à des travailleurs et travailleuses du sexe à l'arrière de son van. Ce véhicule a été détruit dans un incendie. Est-ce que c'était un incendie accidentel? On n'en sait rien, mais il est permis d'en douter. Au policier, il a mentionné lui-même Jody Husenfeld, assurant qu'elle était morte, mais niant toute implication de sa part. Son ex-femme et sa fille sont encore aujourd'hui persuadées qu'il a enlevé Jody ce 27 juin au matin. Sa fille Alicia explique qu'il regardait toujours la jeune femme à la télévision. C'était aussi son genre d'harceler les femmes au téléphone. Thomas Korskaden correspond à la description physique d'un suspect dans un autre signalement. Un mois avant la disparition de Jody, le 25 mai 1995, une petite fille de 14 ans s'est fait suivre par un homme. Et quand je dis suivre, c'est qu'il lui a carrément couru après. En fait, elle rentrait de l'école en courant, comme à son habitude, sur North Kennedy, avant de rejoindre les berges de la rivière Winnebago. Quand elle a été interpellée par un homme blanc de 25-30 ans, adossé sur le mur arrière du bâtiment C. Il n'était pas très grand, avait les cheveux bruns foncés décoiffés et portait un short. Elle s'est arrêtée un instant pour le regarder et il a commencé à courir vers elle. La petite fille a eu un très bon réflexe, celui de retourner vers la rue où il y avait du passage, et l'homme s'est arrêté. Je n'ose imaginer ce qui serait arrivé si elle avait décidé de poursuivre le long de la rivière. Ce témoignage a été rendu public des décennies plus tard, mais les policiers étaient au courant puisque la mère avait contacté le commissariat quand sa fille était finalement rentrée en âge, paniquée. Comme pour Tony Jackson, la police de Mason City a fini par déclarer qu'il n'était pas suspect dans l'affaire Jody Husenfeld. Il est mort il y a 3 ans. Mais il coche beaucoup de cases. Les deux véhicules blancs qu'il conduisait à l'époque, un pick-up quasi neuf et un Ford Econoline, le modèle qui avait été reconnu par le témoin Randy Linderman, le fait qu'il ait déjà violé et harcelé des femmes, son inscription pour un enregistrement à KMT TV en présence de Jody, sans compter les activités sexuelles en série auxquelles il s'adonnait à l'arrière de son van. C'est ultra glauque. Le problème avec Tony Jackson et Thomas Korskaden, c'est qu'aucun élément matériel ne les relie à l'enlèvement de Jody. Vous vous souvenez de l'empreinte relevée sur la Mazda? Eh bien, ils l'ont comparée aux empreintes des deux hommes et ça ne correspond pas. Ceci dit, l'empreinte aurait aussi pu dater d'un autre moment et n'avoir aucun rapport avec la scène de crime. D'autres noms de criminels sont sortis au fil des ans. Je vais vous parler rapidement d'un dernier, Dirk Jablonski, qui était directeur des travaux publics de la ville de Mason City en 1995 et qui a été condamné depuis pour avoir harcelé des femmes. Il avait accès à des véhicules blancs, mais c'est à peu près tout ce qu'on a sur lui. Le nom de Randy Linderman, celui qui a signalé la présence du Ford Econoline blanc à 3h50 du matin sur le parking du complexe appartement, apparaît de temps en temps dans l'affaire. Jamais officiellement, plutôt sur des forums ou dans des interviews. On sait à quel point les criminels aiment s'immiscer dans les enquêtes et ça aurait été malin de sa part d'orienter vers un véhicule. Et honnêtement, quand je l'écoute, il me fait penser à Rex Heuermann, le tueur de Long Island. Mais c'est peut-être juste dû à sa carrure et à ses yeux froids. Des témoins ont assuré qu'il faisait une fixette sur Jody avant sa disparition. Les policiers lui ont fait passer un détecteur de mensonges, mais ils n'ont jamais sous-entendu qu'il était suspect. Et puis une autre voisine a vu le van blanc ce matin-là. Il n'y a pas que lui. Bon, maintenant qu'on a fait à peu près le tour des potentiels stalkers, il est temps de se poser la question suivante. Et si Jody avait été enlevée par quelqu'un qu'elle connaissait? Jody avait beaucoup d'amis, différents cercles d'amis d'ailleurs, et encore plus de connaissances. Elle se liait facilement aux gens qui étaient, il faut le dire, subjugués par son charme, belle, intelligente, sociable, joviale. Elle avait plein d'atouts dans sa manche. Mais pas de petite amie à l'horizon.
Elle avait parfois des dates, oui, mais rien de sérieux. Pas d'ex non plus, à part son premier amour du lycée, c'est tout. On sait qu'elle avait des crushs parfois, comme quand elle a craqué sur un jeune homme lors d'une croisière avec sa mère à l'automne 94 et qu'elle l'a consigné dans son journal intime. Mais vous vous doutez bien qu'un certain nombre d'hommes rêvaient de la fréquenter. Et il a eu beau clamer le contraire, ce fut apparemment le cas de John Van Cise, un homme de 20 ans son aîné. John et Jodie se sont rencontrés lors d'une soirée dans un bar 7 mois plus tôt. Elle était attablée avec une amie quand il leur a offert un verre. Peut-être s'était-il déjà aperçu parce qu'ils vivaient dans le même complexe appartement sur North Kennedy Avenue et que ça a été l'occasion de sympathiser, ou peut-être qu'au contraire, ils ne s'étaient jamais croisés et que l'anecdote était suffisamment drôle et surprenante pour que ça les fasse accrocher. En mars 1995, John Van Cise déménage. Il achète un duplex dans le centre de Mason City. Donc, contrairement à ce qu'on peut lire ou entendre parfois, il n'était plus voisin au moment des faits. John Van Cise vient de divorcer après plus de 20 ans de mariage. Il a un fils adulte, à peine plus jeune que Jodie. Vous vous souvenez du week-end de ski nautique précédant l'enlèvement? Eh bien, en fait, c'est John, Jodie et Tammy, une amie à eux, qui ont rendu visite à ce fils à Iowa City. Ils ont logé dans sa colocation près du lac. John avait un bateau là-bas, un petit bateau à moteur pour tirer des skis nautiques, hein, rien de très fancy, et il disait qu'il avait nommé ce petit bateau en l'honneur de Jodie. Pas au point d'écrire son nom sur la coque, non, mais quand même. Ce week-end-là, ils ont dormi seuls dans la même pièce, on ne sait pas si c'était dans le même lit, mais les témoins assurent qu'ils n'avaient pas l'air ensemble et qu'ils étaient tous les deux d'excellente humeur. Mais John voulait-il plus? Il semble que oui, parce que Jodie avait dit à Amy Coons, sa productrice, qu'elle ne voyait personne de manière exclusive, mais qu'en parallèle, elle passait de bons moments avec John. Lui avait voulu plus à un moment donné, mais Jodie a dit à Amy quelque chose du genre: «On en a parlé et on est juste amis, on a mis les choses à plat et on continue de traîner ensemble». Ce n'est pas ce que dira John publiquement, il affirmera qu'elle avait pris une place importante dans sa vie ces derniers mois, mais qu'ils avaient plutôt une relation père-fille. Le dossier d'enquête étant toujours scellé, impossible de savoir si c'est aussi la version qu'il a servie aux policiers ou s'il leur a dit autre chose. Le truc, c'est qu'on ne comprend pas bien pourquoi il s'en serait pris à Jodie alors qu'elle partait au travail. Même frustré par un refus, il aurait eu des dizaines d'autres occasions. Et s'il était amoureux mais capable de gérer émotionnellement un rejet? Après tout, ça nous arrive à tous et on ne tue pas l'autre à chaque fois. Ce qui est étrange, c'est qu'il est dit aux policiers, en débarquant sur la scène de crime dans la matinée du 27, qu'il était la dernière personne à avoir vu Jodie, puisqu'elle était venue regarder une vidéo chez lui la veille. Ah, et puis dans une interview, il parle d'elle au passé, et dans une autre, il est calme, posé, et espère qu'elle va revenir. Il y a des traces de lutte autour de la voiture, la clé est tordue dans la serrure, le contenu de son sac est renversé sur le sol, elle ne donne pas de nouvelles depuis plusieurs jours et tu espères la voir revenir? C'est franchement bizarre. Il faut avouer que c'est bizarre. La sœur de Jodie se souvient aussi de la colère de John quand elle lui a appris que leur père était mort d'un cancer du côlon et que Jodie ne le lui avait pas dit. Comme si il était frustré qu'elle ne se soit pas confiée à lui. Après, est-ce que c'est ça qui a vraiment vexé John ou est-ce que c'était les suspicions à son égard? Je ne sais pas. John s'est tout de même contredit dans des interviews, mentionnant d'abord que non, elle ne paraissait pas inquiète d'être épiée. Il avait ensuite indiqué qu'elle avait eu peur quand, en octobre 1994, un pick-up blanc l'avait suivi. Et revenons sur la soirée de la veille de la disparition. Que s'est-il passé et dans quel ordre? Je ne sais pas si les policiers ont des infos qu'ils n'ont pas diffusées, je suppose et honnêtement j'espère, mais on n'a pas les horaires d'arrivée et de départ de Jodie au duplex de John en centre-ville. On sait juste qu'elle a quitté le golf vers 20 heures. Est-elle rentrée se changer avant d'aller chez John? À 20h24, elle a tenté de joindre son amie par téléphone pour finalement discuter avec le mari de celle-ci pendant quelques minutes,
puis serait parti chez John. Pour rentrer à quelle heure? Mais est-ce que ça importe vraiment? Car on sait dans tous les cas qu'à 4h10, quand Amy Coons l'appelle, Jodie est bien chez elle, dans son appartement, probablement encore au lit. Si John Van Cise est depuis longtemps soupçonné par le grand public, c'est aussi parce qu'on a appris des années plus tard que le siège des toilettes était levé dans l'appartement de Jodie, et nous les filles, on ne fait jamais ça. Évidemment, ça laisse à penser qu'un homme était présent dans l'appartement, qu'un homme a dû dormir là. Mais si c'est John qui a passé la nuit avec elle, pourquoi l'avoir attaqué sur le parking alors? Les membres de l'association Find Jodie tempèrent un peu le scénario autour du siège des toilettes. Il se peut qu'il s'agisse tout simplement d'un des policiers qui se serait soulagé dans l'appartement de Jodie le matin entre deux allées et venues. C'est même probable en fait, avec tout le mouvement qu'il y a eu et la durée de leur présence sur les lieux. La scène de crime étant sur le parking, ça n'a peut-être pas semblé déconnant de faire ça, même si avec du recul, ça nous paraît à nous troublant. Alors, peut-être que vous vous demandez si John a un alibi. La réponse est oui et non. Quand on vit seul, c'est difficile d'avoir un alibi à 4 heures du matin. Mais on sait qu'entre 6 heures et 6h30 du matin, le 27 juin 1995, une amie de John, Ladonna, l'a appelé à son appartement et qu'il a décroché. Ladonna et John sont amis, amis proches. Ils se confient l'un à l'autre. Ils avaient prévu d'aller marcher ensemble au petit matin, comme ils le faisaient souvent. John avait l'air endormi, comme si elle l'avait réveillé. Il lui a répondu quelque chose comme «Oh, je sais pas, je suis super crevée, mais on devrait quand même.» Cet appel a bien eu lieu, ça a été confirmé par les relevés téléphoniques. John a rejoint la Donna et ils ont entamé une marche à pied, jusqu'à ce que, visiblement, John retrouve un autre ami et apprenne la disparition de Jodie. Bien sûr, il aurait eu le temps d'enlever Jodie vers 4h30, de la tuer, de rentrer chez lui, en attendant l'appel de la Donna. Mais on ne cache pas un corps en 1 heure. Surtout qu'il a rapidement été considéré comme un témoin essentiel par les enquêteurs et que le FBI a été mis sur l'affaire le lendemain de la disparition. Donc difficile pour lui d'aller cacher un corps dans les jours qui ont suivi sans se faire attraper. À 2 reprises, le procureur a convoqué un grand jury. C'est un jury composé de citoyens à qui l'on confie tout ce que l'on sait sur l'affaire et à qui l'on demande de trancher. Le suspect doit-il être officiellement accusé? Si oui, ça implique la tenue d'un futur procès. Dans les 2 cas, un verdict de no indictment a été rendu. Donc John Van Cise n'a pas été poursuivi en justice. Jodie était-elle inquiète de l'attitude de John depuis qu'elle avait rejeté ses avances? Il semble que non. L'ex-femme de l'ex-chef de la police de Mason City diffusera dans la presse des années plus tard des extraits du journal intime de la jeune femme. Et même si c'est absolument indécent de faire ça, on y apprend que Jodie parle de lui comme d'un ami, le mentionne souvent parce qu'ils font plein d'activités ensemble, mais jamais elle semble s'en inquiéter. Peu de temps après l'enlèvement de Jodie, John Van Cise, harcelé par la presse et rejeté par ses amis, déménage en Arizona. En 2017, un mandat de perquisition est signé pour obtenir les données GPS des 2 véhicules que John a conduits depuis son arrivée en Arizona. Ils veulent savoir si, à l'occasion des trajets jusqu'en Iowa pour témoigner devant les grands jurys, il n'aurait pas fait un détour dans une zone isolée. Vous l'avez compris, une zone où il aurait enterré Jodie. Mais les analyses ne donneront rien. En 2019, on apprend que John Van Cise est atteint de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé. Il meurt l'année dernière, le 6 décembre 2024. Alors voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Personnellement, en commençant à me renseigner sur l'affaire, je penchais pour John Van Cise parce qu'il semblait épris de Jodie, parce qu'il avait investi beaucoup de temps et d'énergie dans leur relation. Mais John avait d'autres amies femmes dont il était très proche. Il a presque un alibi
Il avait des dizaines d'autres occasions pour agir. Les témoins n'ont pas noté d'animosité entre eux. Jody n'avait pas peur de lui. Il n'y a pas d'éléments matériels. Il n'a jamais récidivé. Et un grand jury a par 2 fois estimé qu'il ne devait pas aller en procès, alors que les Américains ont coutume de dire qu'un grand juré accuserait même un sandwich au jambon. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Peut-être Tony Jackson, Thomas Korskanen ou un autre. Ça ne manque pas les hommes comme ça apparemment, mais je pourrais totalement me tromper. Ça fera 30 ans, fin juin, que Jodi Usentruth a été enlevée. C'était son pire cauchemar. Elle s'y préparait et pourtant, elle n'y a pas échappé. C'est terrible, terrifiant. Que ses proches n'aient pas d'endroit où se recueillir, ni de réponse sur ce qui lui est arrivé, doit être une torture de chaque instant. Sa mère est décédée en 2014. D'autres continuent le combat pour la vérité. Je vous mets d'ailleurs le lien du site findjodi.com qui est une source sûre d'informations, la source sûre dans cette affaire. Quelques mois avant sa disparition, en soirée, un ami de Jody lui avait dit qu'il ne comprenait pas comment elle arrivait à se coucher si tard pour faire la fête et se lever si tôt pour le travail. Elle lui avait répondu « La vie est trop courte pour la passer à dormir, il faut en profiter ». On ne doit pas se souvenir de Jody dans ses derniers instants de terreur, non. Jody était pleine de vie, elle était rayonnante, empathique, intelligente et ambitieuse. Jodi Usentruth était géniale et c'est peut-être ça qu'on doit retenir de cette affaire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Disparu.